Donc plus près. Alors, mesdames et messieurs, je vous remercie déjà d'être venus et d'assister à cette conférence immobilière dans le cadre de ce qui est désormais devenu un rendez-vous annuel, puisque nous en sommes à notre 4e rencontre patrimoniale du particulier. Nous avons choisi cette année de rester sur la problématique de la défiscalisation immobilière, qui est encore très très centrée sur le neuf. Donc on va rester également centré sur le neuf. D'autant que, comme cela ne vous a pas échappé, cette année, on a une petite actualité fiscale en matière immobilière. Elle est double. D'abord, le fameux IFI. Je suppose qu'à ce jour, vous savez qu'il s'agit de l'impôt sur la fortune immobilière, qui prendra bientôt la suite de notre bien connu ISF et qui aura pour assiette taxable exclusivement des biens immobiliers. Et puis, il n'y a pas que ça, il y a le recentrage du Pinel. Donc le Pinel, ça doit être aujourd'hui le placement locatif chouchou des Français. Je crois que quand on pense investissement locatif défiscalisant, majoritairement, on pense neuf, on pense Pinel. Il n'est pas supprimé, il est prorogé de 4 ans, mais avec un recentrage. Donc les zones dans lesquelles on peut pratiquer du Pinel aujourd'hui vont changer à partir de mars 2018. Donc voilà pour le contexte. Un contexte qui nous oblige, qui nous pousse à nous reposer la question, à rebattre à nouveau les cartes. Est-ce qu'il est opportun d'investir dans le neuf? Est-ce qu'il est opportun d'investir et dans quel produit? Et pour répondre à ces questions, en tout cas pour tenter d'approcher une réponse aussi exacte que possible, nous avons convoqué 4 intervenants qui sont 4 spécialistes, chacun dans son domaine de l'investissement immobilier et défiscalisant. C'est évidemment l'éternelle petite cerise sur le gâteau. Donc, je vais vous les présenter. Je prends mes petites fiches parce que je voudrais absolument écorcher ni leur nom, ni leur fonction, ce qui serait dommage. Donc, à ma droite, nous avons d'abord Florent Blandin. Donc, Florent Blandin, vous êtes en charge du développement commercial de Réalité. Alors, Réalité, à la base, c'est un promoteur. Aujourd'hui, c'est un aménageur. Vous êtes basé sur le Grand Ouest. Vous construisez des immeubles, mais vous faites aussi la réflexion du Stade de Nantes. C'est ça. Donc les supporters de football dans cette salle, s'il y en a, apprécieront. Voilà, donc vous êtes responsable commercial, vous développez, vous avez quelque chose à ajouter? La région Île-de-France. La région Île-de-France, très bien. Monsieur Sofiane Bouessi, vous êtes directeur commercial chez Maison Pierre. Alors Pierre comme Pierre, hein, comme le prénom, c'est vraiment une petite entreprise qui a grandi. Donc chez Maison Pierre, qui est un constructeur de maisons individuelles, et la particularité de ce constructeur, c'est qu'il a un produit dédié à l'investissement locatif, dont vous êtes... Tout à fait. Tout à fait. Merci pour cette précision. Et donc vous êtes chargé de développer cette offre de produits destinés aux investisseurs. Tout à fait, et sur l'ensemble du territoire. Et sur l'ensemble du territoire. Très bien. Donc vous êtes passé accessoirement par le groupe Nexity. Voilà, donc vous avez une certaine expérience de la gestion immobilière, enfin de la gestion locative en tout cas. Quelques années. Quelques années. À ma gauche ensuite, à ma gauche tout au fond, nous avons Monsieur Patrick Filafero. Monsieur Patrick Filafero pour le groupe CGPP, ce qui signifie Compagnie de gestion privée du patrimoine. Alors, un gestionnaire de patrimoine, un conseiller en gestion de patrimoine plus exactement, et vous vous présentez comme étant légèrement différent de vos confrères pour votre indépendance. Donc vous nous développerez en quelques mots, j'imagine. Vous n'avez pas de lien avec les prestataires que vous recommandez. Mais voilà. Par contre, on les représente. D'où votre présence parmi nous aujourd'hui. Et enfin, Monsieur Franck Jean Didier, qui a fondé Elsfas LMNP il y a déjà bien longtemps. Non. 2010, ça commence à faire 7 ans, avec précédemment une expérience de directeur commercial adjoint chez Pierre et Vacances, donc Pierre et Vacances que tout le monde connaît. Vous êtes également passé chez Primonial. Vous avez été... Allez, le micro. Pendant 10 ans, directeur immobilier de Primonial dans les années 2000. Exactement. Donc Primonial, pour ceux qui ne le savent pas, je ne le savais pas, est issu de la structure JP Morgan, la banque américaine. Donc c'est des gens qui ont un petit peu de connaissances sur la gestion du patrimoine immobilier. Voilà, donc que des interlocuteurs qualifiés pour essayer d'explorer avec nous le sujet de l'investissement locatif. Et nous allons commencer par Monsieur Florent Blandin, à qui je vais m'intéresser parce qu'on est quand même sûr de la défiscalisation dans le neuf, à qui je vais demander ce qu'il pense du recentrage du dispositif Pinel, qui, bien que prolongé, sera désormais uniquement utilisable dans les zones A bis. A bis et B1. Voilà. Alors déjà, est-ce que vous pouvez nous expliquer? Alors, le Pinel est un décret qui vous permet d'avoir une réduction d'impôt
qui est fonction de la durée de location, et qui a des contraintes qui sont des contraintes de loyer et des contraintes de ressources du locataire. Ces contraintes de loyer sont aujourd'hui décrites en fonction de différentes zones. La version que nous avons aujourd'hui, en tout cas jusqu'à la fin de l'année, découpe la France en plusieurs zones, la zone A bis, la zone A, la zone B1, B2 et la zone C, effectivement, qui ne rentre pas dans le cadre du Pinel. Ce qu'il faut savoir, c'est que le gouvernement a poursuivi le décret Pinel avec aujourd'hui les mêmes réductions d'impôts, tout en excluant la zone B2. Le fait d'exclure la zone B2 va recentrer, bien entendu, l'ensemble des promoteurs qui aujourd'hui sont sur le marché sur les zones A bis, A et B1. Pour vous dire, les zones B1 sont les villes normalement de plus de 250 000 habitants avec leur agglomération. Donc on va limiter énormément la zone sur laquelle on pourra construire et vendre et proposer les biens neufs dans le cadre du Pinel. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que si on reprend un petit peu les statistiques sur une année coulante, on a à peu près au niveau des biens neufs qui sont réalisés et vendus, 53% des biens qui sont vendus en investissement locatif et 47% qui sont vendus en résidence principale. Vous imaginez que, en fonction de ce volume, puisqu'il y a environ 150 000 ventes de biens neufs qui sont réalisées par an, si on a 50% des investisseurs locatifs qui ne peuvent plus aller sur le B2, on va avoir une concentration sur le B1 et donc de plus en plus d'intervenants qui auront besoin, pour certains gros du marché, de nourrir leurs équipes. Je ne veux pas citer de nom, mais quand on est un gros du marché, on a un certain nombre, une masse salariale importante, des équipes, des managers, des bureaux d'études. On a besoin de construire, on a besoin de lancer des projets. Si on a besoin de lancer des projets et qu'on sait que la vente qui va être réalisée est faite à 50% sur de l'investisseur, on va se diriger naturellement sur ces zones B1. L'effet, qui ne sera pas forcément à court terme, mais plutôt sur 2 ou 3 ans, est une concentration de ces promoteurs sur ces zones. Plus j'ai de promoteurs sur une zone identique, plus j'aurai de pression sur l'achat du foncier, et donc plus les prix vont monter. Ça va être assez naturel, hein. Vous êtes propriétaire d'un terrain, vous avez le choix entre 5 promoteurs qui vous font des offres, ils ont besoin effectivement de construire pour nourrir leurs équipes et continuer à faire leur chiffre d'affaires et leurs bénéfices. Bien entendu, naturellement, le prix va grimper. Alors, l'État essaye de compenser cette problématique en proposant d'éventuels abattements pour les personnes qui mettraient leur terrain en vente, terrain constructible. Maintenant, dans la réalité, je serais bien malin de vous dire si ça va permettre de compenser la totalité effectivement de ces promoteurs qui se dirigent sur les mêmes régions ou non. Quoi qu'il en soit, pour l'année à venir et les quelques mois à venir, on va rester sur une relative stabilité, mais on prévoit déjà une augmentation de la valeur du foncier sur les prochaines années. Vous avez aujourd'hui un deuxième critère qui peut être important. Vous savez que le B2 va sortir du régime Pinel. Vous voulez faire un bon investissement immobilier, regardez quelques zones de B2 qui ont besoin aujourd'hui de logements. Vous avez certainement des opérateurs qui vont, pour pouvoir sortir de leur stock un certain nombre de lots, faire des offres commerciales. Ça va être incontestable parce qu'ils ont besoin de liquider une partie de leur stock avant de rentrer dans la prochaine version. Donc vous pouvez être à peu près sûr aujourd'hui que d'ici la fin d'année, un certain nombre d'opérateurs vont offrir des frais de notaire, vont offrir différents avantages qui permettent d'aller chercher de bonnes affaires dans l'immobilier neuf. Attention, zone B2, regardez quand même la pression locative des villes, regardez s'il y a un réel besoin. Allez sur place, c'est le meilleur conseil que je peux vous donner pour vous rendre compte de la réalité de marché.
La réalité du marché, des équipements, la concurrence éventuelle entre le marché de l'ancien tel qu'il existe, au prix auquel il existe, et le marché du neuf. Ne pas surpayer un produit neuf sous prétexte qu'il offre une défiscalisation qui serait mangée dans la mesure où, à la revente, il ne faut jamais l'oublier, le second acquéreur lui achète un logement ancien. Il n'a pas l'avantage fiscal du neuf. Et il a acheté généralement, ne serait-ce que par l'effet de la TVA, les coûts du foncier, des réglementations obligatoires, il a acheté un produit qui peut être un peu cher et il aura du mal, même au bout de 10 ans, à faire une plus-value si le bien se trouve excentré, s'il est concurrencé par de l'ancien dans des prix similaires, si, comme vous le disiez, beaucoup de promoteurs ont construit au même endroit, au même moment, et qu'on a d'un seul coup des sorties de dispositifs à la fin des engagements de location massifs, donc une offre trop abondante sur le marché de biens à peu près similaires, auquel cas il serait difficile de revendre, non seulement à bon prix, mais parfois même de revendre. Donc il faut toujours être prudent quand on achète du neuf, on pense à l'avantage fiscal, il est évident que cet avantage est important, mais on achète quand même un produit immobilier et dedans on va devoir mettre un locataire, on va devoir louer et ensuite on devra vendre. Donc je suis entièrement d'accord avec vous, les affaires là vraiment il va y en avoir, il faut en profiter avec discernement. Voilà, c'était ma pierre à cet édifice. Je voulais éventuellement compléter par une petite statistique également. Il faut savoir aujourd'hui sur le marché que 70% des T1 et des T2 qui sont vendus à des investisseurs locatifs. Je parle pas en résidence principale. Vous voulez faire un bon achat, allez chercher du T3, allez chercher des surfaces un petit peu plus grandes. Le risque de concurrence et de cannibalisation sera forcément moins élevé. Oui, il sera beaucoup plus faible. Oui. Vous allez vous retrouver avec une concurrence qui sont éventuellement des personnes qui ont acheté en résidence principale, mais du coup, on a plus cette vague d'investisseurs qui voudraient revendre au même moment. Le T3, le T4, c'est pas la problématique. Absolument, avec des clientèles qui en province seront davantage des familles, des jeunes foyers, et pas forcément des étudiants et encore des étudiants. Très bien. Écoutez, je vous remercie beaucoup pour cette intervention. C'est vrai que le recentrage du Pinel, il est fait tout à fait logiquement pour augmenter l'offre locative dans les zones tendues. Cela étant, vous ne me contredirez pas, il faut prendre quelques pincettes. On se rappellera qu'à l'occasion du dernier rezonage de ce dispositif, certaines communes avaient négocié plus ou moins habilement pour changer de zone. Donc, on va avoir une période intermédiaire. Vous allez peut-être nous en toucher 2-3 mots. Vous avez peut-être une expérience dans le passé de villes comme ça qui ont tout fait pour passer dans la zone où elles pouvaient bénéficier du Pinel sans avoir forcément par ailleurs le marché locatif nécessaire. Je peux vous citer une ville, entre autres, à éviter, c'est Béziers par exemple, avec une construction qui est colossale et un marché qui ne suit pas du tout. Aujourd'hui, ça doit être la ville en France qui a la vacance la plus importante et de loin. Et fait partie des villes qui ont poussé pour avoir un agrément pour rentrer en zone B2 avec un avantage Pinel. Oui, un avantage Pinel qui en réalité n'existe pas parce que vous n'avez jamais de locataire. Oui, sans locataire, pas d'avantage parce qu'il n'y a pas de défiscalisation. D'accord, donc c'est vrai qu'il faudra vérifier avant d'investir dans une ville de zone B1, si éventuellement elle vient d'une zone B2, si s'est passé quelque chose entre-temps, et en tout cas s'assurer vraiment de l'état du marché locatif et du marché de la revente sur ce type de secteur. Une fois cela dit, on pense tous à peu près, quand on pense Pinel et quand on pense investissement locatif dans le neuf, à ce qu'on appelle la VFA. Alors la VFA, c'est la vente sur plan, vente en l'état futur d'achèvement, et ce sont généralement des appartements. Il n'y a pas que ce type de produit. Je vais passer la parole maintenant à mon voisin direct. Vous pouvez également, quand vous investissez, privilégier la maison individuelle. Ne serait-ce que, je ne veux pas anticiper trop sur votre intervention, mais il est vrai que, notamment dans les zones urbaines, les acquéreurs et les locataires apprécient les tout petits collectifs sur 2 niveaux avec un petit jardin, une petite cour, qui s'apparente à de l'habitat individuel. Donc c'est un produit supplémentaire, c'est une offre spécifique, et je vais maintenant vous laisser nous en parler. Merci, bonjour à tout le monde. Effectivement, la maison individuelle a un produit qu'on pourrait appeler d'alternatif dans le cadre de l'investissement locatif. Et
proposer et bénéficier des avantages tels que celui du Pinel. On l'a entendu tout à l'heure, on est dans un contexte où finalement l'incertitude accompagne notre volonté de vouloir faire fructifier notre capital et vouloir bénéficier de ces dispositifs. Aujourd'hui, la maison individuelle est un des produits qui permet d'en bénéficier et qui permet d'en bénéficier avec une sécurité, un niveau de sécurité supplémentaire et avec finalement quelque chose, et on va le voir de façon détaillée en quelques points, de différenciant par rapport à l'ensemble de l'offre qui, comme on l'a entendu précédemment, va se concentrer de plus en plus sur des zones et donc va faire augmenter ce volume d'offres. Aujourd'hui, donc, il faut aussi trouver et aller, et c'est pour ça que la maison individuelle représente une de ces solutions, il faut aller sur une solution qui va répondre à la demande locative, puisque c'est la seconde problématique que l'on rencontre lorsqu'on souhaite investir. Ce qu'on se plaît à dire dans la maison individuelle, c'est que finalement, on va pouvoir faire ce qu'on appelle de façon très caricaturale du Pinel sur mesure, puisqu'on va sur des petites superficies et non pas des grands ensembles immobiliers, réaliser 1, 2, voire 3 logements qui vont permettre, d'optimiser l'investissement sur la partie foncier, mais également d'assurer au moment de l'arbitrage, à aujourd'hui 6, 9, voire 12 ans, finalement maîtriser cette notion de revente. On l'a entendu il y a quelques instants, au moment où on va revendre, on ne va pas avoir plusieurs offres. On le disait il y a quelques instants, privilégier des surfaces plus importantes, du T3, du T4, et donc ensuite, pourquoi pas de la maison individuelle, puisque une fois de plus, c'est un produit qui est recherché à la location et recherché en acquisition, on pourrait l'appeler en seconde main. C'est aussi, donc premier point, un produit dans lequel on va retrouver une forme de maîtrise au niveau de l'arbitrage à la fin du dispositif. Second point, c'est un produit qui, en cours de bénéfice, donc sur les 6, 9 ou 12 ans, va nous permettre de maîtriser aussi la notion de charge. On aura affaibli dans cet investissement tout ce qui est lié à la charge qu'engendre une copropriété en règle générale, ne serait-ce que par la faiblesse du nombre de lots. Donc c'est aussi le second avantage qu'offre la maison individuelle aujourd'hui lorsqu'on va investir de façon plus précise, comme je le disais, de façon plus mesurée. Et une fois de plus, là on va avoir la possibilité du jour au lendemain d'aller s'orienter sur des zones comme la B1 sans avoir cet impact du B2 demain, en tout cas dans quelques mois, au mois de mars. Avec des charges, je vous coupe 2 secondes, qui peuvent quand même être assez lourdes sur un bâti dont on est à 100% responsable. Toiture, murs, chaudière. Alors sur du neuf, on ne risque pas d'avoir des problèmes de chaudière, on peut construire en effet énergétiquement propre et économe, mais on a quand même cette charge de l'ensemble du bâtiment quand on est investisseur sur les bras. Donc en termes de travaux, quand on va revendre une maison qui sera plus tout à fait neuve et assortie d'un certain nombre de charges, que n'ont pas les propriétaires d'appartements qui ne payent qu'une fraction via les charges de copropriété de ces charges. Vous avez parfaitement raison. Vous avez parfaitement raison. C'est pour ça qu'il faut, au moment où l'on choisit, penser à tous ces aspects, effectivement, et non pas uniquement à la partie qui concerne le bénéfice du dispositif fiscal, mais au moment de l'arbitrage. Ces charges, pour les maîtriser, c'est en ça que la maison individuelle, comme je le disais, on peut la qualifier d'éléments sur mesure. Ces charges, on peut aussi les anticiper par le choix, et c'est ce qu'on fait quand on choisit un constructeur, de la qualité des matériaux et de la qualité de bâti que l'on va choisir au moment de la construction. Aujourd'hui, les constructeurs sont en train, de maisons individuelles, sont en train de proposer, c'est déjà en cours, des maisons dites à énergie positive, si on pense aux charges liées à la consommation d'énergie, par exemple. Et une fois de plus, et vous l'avez dit, on n'aura pas l'impact de l'entretien d'un bâti parce que le bien sera suivi dans ses garanties dites décennales sur les 10 années consécutives, mais la plupart des constructeurs, et en tout cas ceux qui sont sérieux aujourd'hui, proposent des garanties d'entrée qui vont sur des éléments comme la charpente être étendue à 30 ans, sur des éléments comme les chaînages et autres fondations étendues sur 25 ans, qui vont permettre de rassurer, évidemment dans un premier temps, les occupants, mais aussi l'investisseur, que ce soit là pour le coup en résidence principale ou en investissement locatif. Mais structurellement, par rapport à, je suppose que vous faites aussi de la maison individuelle qui peut très bien être achetée par un investisseur. Structurellement, vous proposez un, entre guillemets, produit investisseur. En quoi est-il spécifiquement un produit investisseur ? Qu'est-ce qu'il distingue d'un
programme de maison individuelle dans lequel un investisseur achète en VFA une maison individuelle qui sera louée dans le cadre d'un dispositif de défiscalisation, le même en l'occurrence. Alors, le premier élément, c'est qu'on va aller, parce qu'on sera sur des contrats individuels, se positionner sur des terrains, a priori en zone urbaine dense, où des promoteurs n'iront pas parce que la surface et donc la taille de l'opération sera trop petite pour engager un bureau d'études qui va lui avoir un savoir-faire très poussé sur des programmes de taille plus importante. Ce qu'on appelle ou ce qu'on a l'habitude d'appeler par exemple des petites maisons de ville. Vous le disiez tout à l'heure, quelques opportunités de terrain en zone dite tendue ou en tout cas en centre urbain où on va pouvoir en façade de rue avoir 2 maisons qui vont être finalement, qui vont bénéficier d'une courette ou d'un jardin, une fois de plus en plein centre-ville où la demande locative est très forte. Pour autant, seule aujourd'hui la maison individuelle ou le contrat de maîtrise d'œuvre le permet par exemple. Et le prix de ce type de produit à peu près ? Tout dépend. Je peux vous donner l'exemple d'un client qui est passé nous voir ce matin où en zone A, donc à Melun par exemple, on a bouclé une opération avec une maison de 93 mètres carrés à 280 000 €. Pour vous donner quelques chiffres, on a un effort d'épargne de l'ordre de 130 € puisque on a un loyer donc, en zone A qui nous permet de monter, je crois, jusqu'à 1080 €. Donc on a une étude locative qui nous a accompagnés en termes de garantie à 1020 € et une mensualité à 1170 € sur un financement total, donc à 110%. Vous vouliez parler, M. Blandin? Non, je vous voyais approcher le micro. Non. Non, mais effectivement, on a, en tant que promoteur, nous, on va s'intéresser à des constructions un petit peu plus grosses. On a l'occasion de faire des maisons individuelles, mais c'est beaucoup plus rare dans notre cas. On va faire uniquement des maisons de ville et pas des maisons individuelles. Quand je dis maisons de ville, c'est des maisons qui sont accolées les unes aux autres avec des blocs de 3-4 maisons. Maintenant, ça reste qu'une tranche très minime du marché, hein, puisque un promoteur immobilier, par définition, va vouloir optimiser la surface qu'il a réussi à récupérer en termes de foncier pour maximiser la surface habitable qu'il est capable de vendre. Très bien. Et donc, vous disiez, parmi les avantages de louer une maison, enfin, d'acheter une maison individuelle locative, je vous ai coupé. Alors, il y avait le troisième argument qui finalement est loin d'être négligeable. Comme vous l'avez signalé, j'ai eu le plaisir de diriger la gestion locative pour un groupe qui s'appelle Nexity, donc environ 100 000 bailleurs. Et on a pu observer que la durée, ce qui semble d'ailleurs assez logique, la durée moyenne de vie d'un bail évolue en fonction de la taille ou de la typologie du bien. La maison individuelle est certainement le bien pour lequel la durée de vie moyenne d'un bail est la plus importante, puisque on change de locataire dans des zones dites tendues, donc à grande densité en province et en région Île-de-France essentiellement, environ tous les 3 ans, 3 ans et demi. On peut faire le parallèle alors extrême avec une petite surface comme un studio où on a une durée de vie moyenne d'un bail de 13 mois. Les chiffres peuvent varier d'un administrateur à l'autre, mais il y a aussi derrière cette notion de pérennité, de sécurité et d'investissement dans le temps, en termes j'allais dire, de fidélisation des locataires, cette notion intéressante à retenir pour l'investissement. Oui, parce que rappelons que dans le dispositif Pinel, comme dans tous ses prédécesseurs, il est impératif d'avoir un locataire dans les lieux en fait, pour bénéficier de l'avantage fiscal. Donc il faut louer vite, mais il faut louer longtemps également. Et il faut même louer au-delà de la durée d'engagement initial, puisque pour pouvoir bénéficier des avantages fiscaux, il faut généralement prolonger un peu. Donc un locataire qui reste, c'est moins de turnover. D'abord, c'est moins de turnover, ça veut dire une moindre usure du bien en général, ça veut dire surtout dans une maison, peut-être une fidélité un peu plus grosse du locataire au lieu qu'il habite et un soin, une volonté en tout cas d'entretenir qui est généralement supérieure. Donc voilà, il faut voir dans quelle zone, dans quel secteur vous souhaitez le cas échéant investir, quelle est l'offre. Si effectivement sur une dent creuse, une maison individuelle ou un groupe de maisons individuelles s'érige, ça vaut la peine d'aller voir et de demander aux agents immobiliers locaux combien ça peut se louer, à quel type de population. C'est un produit auquel on ne pense pas forcément, ce n'est pas le réflexe, mais c'est peut-être un produit un petit peu plus pointu, un petit peu plus intéressant qu'une toute petite surface dans un immeuble qui sera plus ou moins occupé uniquement par des locataires, ce qui est de moins en moins le cas, mais qui sera plus sujet en tout cas à un turnover important, ce qui dégrade les parties communes et ce qui pose des problèmes de gestion malgré tout assez importants à l'investisseur.
Voilà, donc c'est pour ça que je tenais à ce que nous évoquions aujourd'hui ces maisons individuelles dont on parle peu, mais qui ont vraiment leur place dans l'investissement locatif neuf. Voilà, sur ce, le Pinel, il n'y a pas que le Pinel. Si vous voulez défiscaliser, y compris dans le neuf, il y a d'autres produits. Donc, Monsieur Jean Didier, à l'époque où on construisait déjà pas mal de résidences de services et où les investisseurs qui avaient acheté ce type de produits se trouvaient confrontés finalement à la difficulté de les revendre, je suppose, au défaut de liquidité, ou arrêtez-moi si... C'est exact. C'est pas ça, c'est exact. C'est exact. C'est pour ça que j'ai créé cette structure, Espace LMNP, pour organiser le marché secondaire des résidences de services. Alors je crois que comme le thème c'est l'immobilier neuf et que nous sommes spécialisés sur le marché secondaire, je vais aussi parler quand même du neuf. Peut-être d'ailleurs en mélangeant avec l'actualité fiscale qui est quand même assez riche en ce moment et qui pose beaucoup de questions, qui fait se poser beaucoup de questions aux investisseurs et aux journalistes d'ailleurs. Je vous arrête juste encore une toute petite seconde pour préciser que le neuf, quand on parle de neuf, le neuf c'est certes ce qui vient de sortir de terre, mais une résidence qui a 5 ans, c'est pas non plus une vieille meulière qui a 150 ans. Hein. Donc on est encore dans des produits qui sont du quasi neuf et qui ont des avantages spécifiques qui ne sont pas justement le Pinel. Je vous rends la parole. C'est d'autant plus neuf, entre guillemets, que les frais d'acquisition sont réduits quand un bien immobilier a moins de 5 ans. Donc on dit qu'il est encore en régime de TVA, donc qui montre bien que pour l'administration fiscale, il est considéré assimilable à du neuf. Il y a effectivement d'autres pistes que les revenus fonciers ou que la loi Pinel, puisqu'il y a aussi effectivement donc les résidences de services, où là on a une autre catégorie de revenus qui correspond au BIC, aux bénéfices industriels et commerciaux, avec un avantage fiscal qui est considérable par le fait de pouvoir amortir le bien, un amortissement qui devient en fait une charge fiscale qu'on peut déduire des revenus de cette opération et en gros, si je schématise, vous permettre d'avoir des revenus nets d'impôts. Donc ce n'est pas des revenus défiscalisants, vous n'allez pas avoir de réduction d'impôts, mais par contre c'est plus politiquement correct, vous allez avoir des revenus nets d'impôts. Et ça qu'on achète dans le neuf ou qu'on achète dans l'ancien d'ailleurs. Pour parler de l'immobilier neuf et de l'actualité, donc vous le savez peut-être, la loi Censi-Bouvard s'éteint à la fin de l'année, donc 2017, elle n'est pas renouvelée. Je dirais que c'est un moindre mal, puisque cette loi finalement est plus un argument pour les vendeurs qu'un intérêt pour les investisseurs. Je vous rappelle que l'idée c'est d'acheter un bien dans une résidence de service et qui vous permettait, en prenant l'engagement de louer pendant 9 ans, d'avoir une défiscalisation sur 9 ans avec une réduction d'impôt de 11%, étalée donc sur 9 ans. Alors si on prend un exemple simple, à 100 000 € par exemple, hors taxe acheté par un investisseur, il défiscalisait donc 11 000 €, étalé sur 9 ans, ça fait un peu plus de 1 200 € par an, royal comme avantage fiscal, mais surtout compensé par une fiscalité plus importante sur les revenus, puisque dans la loi Censi-Bouvard, vous abandonniez votre capacité à amortir, dont je viens de parler, sur les BIC. Donc toute cette charge fiscale, c'est-à-dire 85% d'amortissement du bien, vous l'abandonniez à l'État en échange de cette réduction d'impôt. Ce qui fait que, vu que les intérêts d'emprunt sont très bas aujourd'hui, à hauteur à peu près entre 1,5 et 2%, si on fait ne serait-ce que la première année le calcul de votre compte d'exploitation, vous allez avoir donc un bien de 100 000 € qui vous permet d'une réduction d'impôt de 1 200 €, avec un loyer peut-être de 4%, donc 4 000 €, et vous allez là-dessus retirer uniquement à peu près 1 500 € d'intérêt d'emprunt, et donc il va rester un bénéfice de 2 500 €, si je calcule rapidement à la grosse louche. Et sur ces 2 500 €, vous allez payer 30% si vous êtes dans une tranche marginale d'imposition à 30%, augmenté de 15,5% de CSG CRDS et bientôt 17,2%. Donc à peu près 50%, donc la moitié, vous le rendez aux impôts, c'est-à-dire 1 250, exactement la réduction d'impôt dont vous avez bénéficié. Donc on arrive finalement à un avantage fiscal qui est absolument nul, et d'où ce que je vous disais tout à l'heure, un moindre mal, puisque si cette loi en fait est abandonnée, ça va permettre effectivement aux gens de revenir aux bases de la location meublée, c'est-à-dire l'amortissement, et donc de pouvoir investir avec des revenus nets d'impôts, et ce pendant plus de 20 ans. Donc ça, c'est, à mon sens, et là qu'on soit dans l'immobilier neuf ou dans l'immobilier secondaire, ancien, sur les résidences de services, parce que, autre avantage,
de ce type de biens, c'est que c'est les seuls produits que vous pouvez acheter en transmettant un avantage fiscal, exactement celui dont vous avez bénéficié, au prochain acquéreur. Donc le nouvel acquéreur qui achète dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, dans 25 ans votre bien, va pouvoir amortir sur la base de ce que vous lui vendez. Donc on remet les compteurs d'amortissement à zéro. Et donc c'est un immobilier, une fiscalité écologique puisqu'elle est éternellement recyclable. Donc, d'où l'intérêt. L'idée, c'est d'avoir justement du revenu garanti, net d'impôt. Alors, garantie, attention à ce terme de garantie, puisque cette garantie ne tient que sur la tête du gestionnaire qui vous signe le bail et qui vous garantit les loyers. Si ce gestionnaire est défaillant, bien évidemment, la garantie ne tient plus. Donc, quand vous achetez dans une résidence de service, vous signez un bail commercial avec un exploitant. Il y en avait un ce matin, par exemple, sur cette scène, Résidétudes, qui va vous garantir un loyer sur une durée de 9 ans avec un renouvellement de bail à terme dans les meilleures conditions si le bien est bien placé, si l'exploitation est bonne. Donc voilà un peu l'alternative justement à la loi Pinel qui permet aussi d'effacer. Alors, pour rester dans l'actualité fiscale, vous savez que dans l'actualité fiscale, il y a plusieurs choses, notamment en ce qui concerne l'immobilier. Donc, cette augmentation de CSG-CRDS à 17,2%, donc 1,7% de plus. Quand vous avez un bien qui vous permet d'avoir des revenus nets d'impôt, vous n'êtes pas impacté par cette hausse de CSG, puisque cette CSG ne s'applique que sur les bénéfices de votre opération. Si grâce aux amortissements, vous effacez ce bénéfice, vous n'avez plus d'augmentation de CSG, vous ne subissez plus cette augmentation fiscale. Idem sur, petite remarque aussi sur l'IFI, ce nouvel impôt sur la fortune réservé aux propriétaires d'immobilier qui fait couler beaucoup d'encre à l'heure actuelle. Pour dédramatiser un petit peu cela, on va dire oui, ça pénalise l'immobilier. J'ai tendance à dire que si on retire de l'ISF tous les actifs autres qu'immobiliers, structurellement, mathématiquement, ça va faire baisser la base taxable de votre immobilier à vous. Hein, si vous avez 1 million d'euros d'immobilier et 1 million d'euros d'actifs hors mobilier, vous étiez soumis à l'ISF. Si vous retirez tous les actifs non immobiliers de cet ISF à 1 million d'euros, vous n'êtes plus assujetti à l'ISF. Donc ça baisse votre base taxable d'ISF. D'autant que, toute petite précision, l'abattement de 30% sur la résidence principale demeure dans le cadre de l'IFI. Voilà, fin de la parenthèse. Absolument. Donc on ne peut pas dire que l'immobilier soit pénalisé. C'est pénalisé par rapport aux actifs qui sortent de l'ISF, mais par rapport à hier où vous étiez de toute manière dans l'ISF, ça n'est absolument pas pénalisé. Ça baisse même le fait de sortir le reste, donc baisse cette base taxable. Voilà. Oui, c'est vrai que le produit résidence de tourisme, je ne sais pas si parmi vous il y a des investisseurs en résidence de tourisme. Je dis tourisme, le lapsus est révélateur. Résidence de service, la résidence de tourisme étant l'un des produits des résidences de service qui a connu des hauts et des bas, pas mal de bas, notamment en zone rurale. Aujourd'hui, c'est un petit peu calmé sur ce flanc. En revanche, on a un très gros développement des résidences pour étudiants. Donc voilà, je vais vous demander de nous en toucher 2-3 mots. L'autre pied sur lequel repose la résidence-service, c'est le produit senior. Je crains également qu'on fasse un lien un tout petit peu trop mécanique entre l'augmentation de la population senior et ses besoins de logement et l'augmentation du parc de résidences seniors. Il faut quand même savoir que loger en résidence senior, c'est cher, que malheureusement les données sociologiques et démographiques dont on dispose nous démontrent que souvent le ménage âgé se compose d'une femme qui touche une pension de réversion plus une retraite qui n'est pas toujours très élevée et qu'il faut, si elle prend un logement en location dans une résidence pour seniors dans laquelle vous avez investi, eh bien, il faut qu'elle puisse se payer le loyer. Il faut également que la résidence senior soit quand même pas trop mal placée parce qu'on n'a pas envie de s'exiler dans des zones de non-transport, de non-commerce et de non-mixité. Donc voilà, il y a des précautions à prendre. J'aimerais bien que vous nous disiez justement quelles précautions prendre vis-à-vis du neuf parce que le foncier est absent partout. Donc on construit là où on peut
et on n'achète pas là où on peut. On est bien d'accord, vous achetez là où vous devez. Donc il y a des avantages à acheter parfois dans des produits d'occasion parce qu'ils ont pu être bâtis à une époque où c'était mieux, plus facile, moins cher, et ils sont peut-être aujourd'hui en revente, mais vous avez le choix de la localisation notamment. Donc je vous repasse la parole si vous voulez bien. Oui, alors sur les résidences seniors, vous avez complètement raison, et j'ai envie de dire, quel que soit d'ailleurs le type de résidence, il faut, même si les contraintes sont différentes, quand on parle de résidence-service, on parle de 5 types de résidences. C'est les résidences seniors, les résidences étudiantes, les résidences de tourisme, les résidences d'affaires qui sont des alternatives à l'hôtel, et les EHPAD, les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, qui sont là donc des résidences pour le 4e âge dépendant, où on gère un peu la fin de vie. Dans tous ces biens-là, on me pose la question souvent, qu'est-ce qui vaut mieux, investir en résidence étudiante, senior ou EHPAD, etc. J'ai envie de dire, ça dépend beaucoup de vos objectifs et des critères, de vos critères d'investissement. Les critères d'investissement, par contre, de chacune de ces résidences sont souvent très différentes. Les résidences seniors, vous avez raison, il faut faire très attention sur la quantité de résidences seniors qui sort aujourd'hui à la commercialisation. C'est un peu un produit à la mode. Il faut faire très très attention quant à l'emplacement, parce que un senior, je me souviens d'ailleurs d'une des premières résidences seniors qui m'avait été proposée à la commercialisation au début des années 2000, où on avait proposé une résidence à 40 minutes de bus de Tours. Donc il est évident que ça ne correspond absolument pas à son marché, qui est un marché de personnes qui veut sortir de chez soi avec son cabas et aller faire ses courses directement à la sortie de la résidence. Donc ça ne supporte pas la médiocrité de l'emplacement. Il faut être dans l'hyper-centre-ville avec des services et des proximités en fait, de tous les commerces possibles et imaginables autour. Quand on est sur de la résidence étudiante, on va mettre à part le côté parisien, parce que là, j'ai envie de dire, quel que soit l'endroit où on construit, la résidence sera remplie. Il y a suffisamment de maillage de communication pour que les étudiants puissent se déplacer d'un département à l'autre sans être obligés d'être au pied de la fac. Et d'ailleurs, il n'y a pas forcément de choix à ce niveau-là. C'est pas vrai sur la province. Sur la province, il faut faire très attention à l'emplacement de cette résidence étudiante qui doit être très proche des études et des écoles. Quand on est sur du marché des EHPAD, l'emplacement n'a que finalement assez peu d'importance parce que ce sont des résidences qui sont pour lesquelles il y a une convention tripartite entre le Conseil général, l'Agence régionale de santé et le gestionnaire de la résidence. Et l'Agence régionale de santé donne un agrément, donc elle les donne au compte-gouttes aujourd'hui. Il y en a très très peu, voire quasiment plus du tout, qui sont accordés en fait en neuf aujourd'hui. Donc il n'existe quasiment que du marché secondaire, très peu de neuf en EHPAD. Et bien évidemment, l'Agence régionale de santé ne va pas se tirer une balle dans le pied en agréant deux résidences côte à côte qui se feraient de la concurrence. Donc, et des EHPAD, il y en a besoin sur tout le territoire français, même en zone rurale. Donc c'est plus, là, le critère de choix va s'orienter plus sur la qualité du gestionnaire, sa capacité à bien gérer et bien exploiter cette résidence et en maîtrisant les charges qui augmentent de plus en plus. Mais vous voyez que cette notion de concurrence entre résidences n'a que peu d'intérêt en EHPAD, alors qu'elle est fondamentale en étudiant ou en affaires, par exemple. En résidence à affaires, ce sont des résidences qui peuvent avoir un intérêt indéniable parce que quand c'est bien géré, c'est quasiment ce qu'il y a de plus rentable pour l'exploitant. Maintenant, il faut s'adresser aux meilleurs opérateurs aussi parce que c'est très compliqué, c'est quasiment un travail hôtelier. Et il faut privilégier des zones comme le 92 par exemple, donc la proche couronne parisienne, bien évidemment autour de la Défense où il y a une demande en fait très très forte. Par contre, il faut faire attention sur des zones qui pourraient sembler intéressantes du type Roissy, du type les zones aéroportuaires, même en province, etc. Roissy aujourd'hui il est presque en suroffre au niveau de ces résidences de services, malgré la zone de chalandise qui est incroyable, évidemment. Donc il faut faire attention des fois aux idées reçues sur les différents critères de sélection de ces produits. Alors c'est vrai que
La pénurie de foncier fait que c'est de plus en plus compliqué de construire des résidences de services là où il faut. Donc c'est vrai que le marché secondaire pour ça a ses atouts, ses qualités, puisqu'on parle de résidences qui ont fait leurs preuves sur leur exploitation depuis de nombreuses années. On a une résidence là auquel je pense qui est à Bordeaux en hyper centre-ville, avec un exploitant qui gère cette résidence depuis 1992 et qui vient de re-signer là avec nos investisseurs un nouveau bail ferme de 10 ans. Donc sur un track record de son exploitation qui est très long, avec des travaux qui ont été réalisés. On est donc quasiment sur du neuf, sur une qualité d'immobilier neuf, avec un emplacement qu'on ne pourrait pas trouver dans le neuf. Sachant que le produit résidence et service est bâti de telle manière que, je ne sais pas si le rappel est nécessaire, mais je le fais tout de même, sait-on jamais, vous achetez, vous n'exploitez pas, donc vous êtes investisseur et c'est un exploitant à qui vous cédez un bail commercial, à qui vous donnez un bail commercial qui, lui, va mettre des occupants dans la résidence et qui va se charger d'abord de trouver ces occupants, de les garder, de faire les travaux, d'entretenir, d'exploiter, quoi. Ce qui veut dire que pendant la première partie du premier bail que vous signez avec cet exploitant, lui vous sert un loyer, il vous sert un revenu. C'est ce revenu-là que vous touchez, c'est le revenu de votre investissement. Que se passe-t-il une fois que le bail a expiré? Plein de choses. Il peut se passer plein de choses. C'est-à-dire que le bail peut être reconduit avec des conditions de loyer qui sont identiques. C'est rare, ça peut arriver. Mais vous allez vouloir toucher le même revenu, l'exploitant va vous dire « Ouh là là, travaux, charges, marché, contexte, économie, impossible ». Et à ce moment-là, vous n'êtes pas forcément en position de force, loin de là. Loin de là. Donc, c'est un avantage de pouvoir acheter dans une résidence qui a déjà un passé et dont on sait que l'exploitant a suffisamment bien géré pour pouvoir offrir un revenu correct, et revenu correct qui a de fortes chances d'être pérenne dans la mesure où disons, les premiers obstacles ont déjà été surmontés par l'exploitant et les premières difficultés, quelles qu'elles soient, ont été accueillies avec talent par cet exploitant. Donc voilà, j'y pensais à propos de vos 10 ans, effectivement, un bail de 10 ans sur une résidence qui a déjà vécu et avec un loyer garanti, c'est quand même quelque chose de plus rassurant. Voilà. Vous avez raison de soulever cette particularité-là. Quand on est sur de l'immobilier neuf, par définition, c'est pas encore construit ou c'est en construction et donc il n'y a pas encore eu d'exploitation. Donc en fait, le loyer qu'on vous sert a été basé sur un prévisionnel d'exploitation qui vaut ce qu'il vaut. C'est-à-dire que derrière, si effectivement l'exploitation ne tourne pas, le gestionnaire va peut-être est obligé d'ailleurs, sauf à faire faillite, de tenir ses engagements jusqu'à la fin du bail, mais il est évident que si le taux d'effort qui correspond au niveau de loyer qu'on vous sert rapporté à son chiffre d'affaires n'est pas cohérent avec le marché, il vous demandera une baisse de loyer. Donc c'est ce qu'on fait nous quand on estime la valeur des biens, c'est qu'on va bien chercher, en fait on analyse 5 critères pour être très transparent. On analyse la qualité de l'exploitant, qui est sa capacité à payer les loyers bien sûr, donc son antériorité, on étudie ses bilans et on a une agence de cotation qui nous aide dessus. Le deuxième critère, c'est la qualité du bail qu'on épluche intégralement pour savoir. Alors un bail commercial, vous savez, c'est pas un bail d'habitation classique, c'est un bail dans lequel on peut répartir les charges, par exemple, enfin certaines charges, parce que la loi Pinel a contraint un petit peu cela, mais certaines charges qu'on peut répartir entre le bailleur ou le preneur, donc entre l'investisseur et le gestionnaire. On étudie tout cela. Le troisième critère, c'est la qualité de l'emplacement. On en parlait tout à l'heure. Il est évident que c'est un des critères primordiaux pour la sélection de nos produits. Le quatrième critère, c'est effectivement la durée du bail restant à courir pour qu'on vérifie, nous, quel risque finalement on va prendre au niveau de ce renouvellement du bail, sur la continuité. Et le dernier critère, qui est presque le plus important, c'est le niveau de loyer qui vous est servi. C'est en valeur absolue, c'est-à-dire que si ce loyer représente un taux d'effort qui est supérieur à 50% par exemple sur une résidence d'étudiants, c'est-à-dire en gros si votre résidence étudiant qui est louée à un étudiant lui-même 500 € par mois, si on vous sert plus de 250 € de loyer, l'exploitant ne pourra pas tenir l'exploitation. Il n'a pas suffisamment en fait de marge pour pouvoir être rentable.
Quand on est sur un EHPAD, ce taux-là descend à 17%, vous voyez, parce qu'il y a beaucoup de frais généraux sur un EHPAD, il y a beaucoup de personnel, il y a à peu près un équivalent temps plein pour moins d'un et demi résident. Donc, vous voyez, c'est très très lourd en charge. Et les autres types de résidences tournent à peu près autour de 30-35% pour ce taux d'effort. Je rappelle le niveau de loyer qu'on vous sert par rapport au chiffre d'affaires qu'est capable de faire un exploitant. Donc ça, quand on est sur du marché secondaire, on sait ça, puisqu'on peut calculer, on a les comptes, etc. Mais quand on est sur un prévisionnel, on peut se tromper. Le promoteur peut effectivement se tromper et peut avoir tendance à gonfler un petit peu son prix d'ailleurs pour essayer d'assumer ce risque-là au niveau de l'exploitation pour pouvoir tenir les 9 ans de paiement de loyer. Voilà, merci. Donc effectivement, on est passé du Pinel neuf où on a un lien totalement direct entre l'acquéreur et son futur locataire, où on maîtrise quand même les enjeux, où on peut faire jouer son intuition, voire son instinct, à un produit qui est quand même beaucoup plus compliqué, tripartite, parce que plein d'acteurs trois acteurs en l'occurrence entrent en ligne de compte. Au moins le promoteur, l'acheteur, l'acquéreur, sans compter l'occupant, ce qui fait 4. Je pense qu'on peut complexifier encore un peu parce que les méandres fiscales sont tels que c'est toujours possible. Et on a des produits qui sont plus pointus, qui ne sont pas destinés à tout le monde, mais qui ne sont pas forcément très connus et qui pourtant pourraient vous concerner et dont vous n'avez pas forcément entendu parler. Et là, je passe donc la parole à M. Filatero qui va nous parler plus spécifiquement de 2 produits qui restent intéressants. C'est les monuments historiques. Non, ou le Malraux, vous vouliez parler du Malraux, des monuments historiques? Les deux. Les deux, allons-y. Le beau patrimoine et le démembrement de propriété. Alors ça, c'est un peu plus mystérieux. Je pense que vous allez pouvoir peut-être commencer par là et nous expliquer de quoi il s'agit. Déjà, un gestionnaire de patrimoine est censé maîtriser tous les dispositifs. Donc, c'est vrai que je vais vous parler de 2 dispositifs. Le premier, le monument historique. Donc, souvent, on vous parle de belles pierres. Donc, comme on vous le dira et on vous répète tout le temps, le principal, c'est quand même la localisation. Donc, on rencontre, nous, en tant que gestionnaire de patrimoine, des gens qui ont investi dans de la belle pierre, mais qui n'est pas louée, qui a permis, donc, comme vous le savez, au niveau des travaux, de bénéficier d'avantages fiscaux extrêmement intéressants. Ce qui est intéressant dans le monument historique, c'est donc ce fameux amortissement des travaux, cette réduction d'impôts. Il y a des endroits quand même où il y a très peu d'intervenants sur ce marché qui sont sérieux et qui vous proposent vraiment des bâtiments au cœur de ville. Donc il faut choisir des bâtiments où il n'y aura pas 50 propriétaires, puisqu'il y a une création d'AFUL, et il faut que tout le monde se mette d'accord pour faire un certain nombre de travaux, donc ça peut prendre énormément de temps. Je suis désolée, mais en fait, l'AFUL, c'est quoi? Il va falloir nous expliquer. Association foncière d'union libre. Donc c'est un statut spécifique qui est créé pour justement gérer des travaux dans un bâtiment. Donc aujourd'hui, l'idée, c'est de plutôt aller dans des cœurs de ville connus et pas seulement se contenter de dire le bâtiment est assez joli, puisque à terme, pour qu'il se soit rentable, cet investissement, il faudra le louer. Donc il y a un certain nombre d'intervenants, comme je vous ai dit, nous on considère qu'il n'y en a que 2 sur le marché qui sont sérieux par rapport à cela. Lesquels? Vous avez dit qu'il y avait 2 intervenants sérieux, moi je veux connaître leur nom. Alors, il y a une filiale de Cogedim qui fait du monument historique, puisque Cogedim a racheté du monument historique. Et donc, je vais avoir derrière Cogedim, donc je suis sûr que les travaux sont bien terminés. Aujourd'hui, on a certains sportifs professionnels qui ont acheté des appartements dans des monuments historiques, dans des villes de province, où les travaux n'ont jamais démarré, où une fois que le bâtiment a été vendu, ils se retrouvent comme dans le sketch de Coluche. Ils sont propriétaires des ruines et il faut qu'ils refinancent de nouveau des travaux s'ils veulent que ça arrive. Bon, c'est des opérations qui ont 10-12 ans d'existence, donc c'est vieux. Aujourd'hui, c'est quand même un petit peu plus surveillé. Et vous pouvez nous préciser quel est le profil financier et fiscal de l'investisseur type pour ce type de produit? Alors, on va dire que voilà, c'est un investisseur qui a au moins 100 000 € de revenus annuels pour que ce soit, on va dire, fait de façon sérieuse. Et il y a un moyen par ailleurs, par rapport au ticket d'entrée, d'avoir accès? On va avoir, on va dire, un accès de
400 000 euros. Ce qui se passe, c'est que plus on descend dans les montants, plus le produit est mal placé et il ne faut pas faire des choses juste que pour l'avantage fiscal. Donc sur papier, c'est toujours très intéressant. Après, l'histoire est plus difficile sur les 20 ans qui suivent. Donc il faut être vraiment très très pointu là-dessus et faire vraiment attention. Alors plus accessible, parlez-moi du démembrement, j'y tiens. Alors le démembrement Alors juste pour en revenir, aujourd'hui les gestionnaires de patrimoine sont censés s'engager sur les conseils qu'ils vont vous donner. Donc un gestionnaire de patrimoine doit vous donner toutes ses habilitations, mais surtout il doit écrire pourquoi il vous a conseillé d'investir à tel endroit, qu'est-ce qu'il est prévu comme loyer, avoir tout étudié, l'écrire, le signer et s'engager. Donc il va engager sa responsabilité civile professionnelle et sa responsabilité civile, sa garantie financière. Donc c'est plus sûr que d'acheter des fois à quelqu'un qui vous démarche sur Internet. Donc là aussi, il faut faire extrêmement attention. Je reçois moi-même des propositions d'investissement sur Internet. À partir du moment où vous voyez une Marianne, du bleu, blanc, rouge, des liens... Comment ? La photo de M. Macron. Des liens impôts.gouv. À partir du moment où il y a une allusion quelconque à l'État, c'est obligatoirement des mauvais intervenants pour rester très poli. Donc je vais vous parler du démembrement. Merci. Donc le démembrement, souvent, il peut être conseillé par des notaires, par des avocats fiscalistes, de démembrer une propriété que j'ai déjà. Donc c'est pas toujours facile. Ou pourquoi ? Parce qu'il y a plusieurs enfants. Aujourd'hui, il est possible d'avoir clé en main des produits démembrés. Donc, j'achète un appartement, je vais vous donner un exemple sur Paris qui vaut 600 000 euros et je vais le payer 360 000 euros. Donc, je ne vais pas en avoir la jouissance pendant 16 ou 17 ans. Donc, en gros, 2/3 de son prix. Et je vais en récupérer la pleine propriété au bout de 17 ans. Alors, je précise juste, c'est pareil, je ne sais pas si tout le monde est familier avec la notion de démembrement. On est d'accord qu'on a un bien immobilier qui juridiquement est susceptible d'être décomposé entre l'usage qu'on en a, l'usufruit, et le droit d'en disposer, de le vendre, par exemple, de le brûler même, qui est la nue propriété. Et ces montages dont vous parlez, qui sont des montages plus ou moins sophistiqués, permettent aux propriétaires de vendre la nue propriété, vous m'arrêtez si je dis une bêtise, et de se conserver l'usufruit. Donc dans les familles, on connaît le démembrement de propriété. Maintenant, il y a des produits un peu plus packagés qui permettent de faire la même chose. Tout à fait. Avec des avantages fiscaux à la clé, puisque quand on fait sortir de son patrimoine la nue propriété et qu'on se conserve. Non, d'ailleurs, c'est pas intéressant au niveau de l'ISF, ça l'était pas. C'est l'usufruitier qui était ça sort de l'ISF. Donc mes 360 000 investis sortent de mon ISF, donc de mon IFI aujourd'hui. Donc on attend confirmation, mais ce qu'il faut voir, c'est que je ne vais pas, en tant que nu propriétaire, je ne vais pas avoir tous les frais liés à l'appartement. Je ne vais pas avoir donc les impôts fonciers, les impôts locaux. Je ne vais plus entendre parler de mon investissement pendant 16-17 ans. L'avantage aussi, c'est que si j'ai un certain âge et que mes enfants en héritent, ils vont hériter non pas de 600 000 euros, l'appartement que j'ai acheté, que j'ai payé 360, mais d'un montant d'usufruit qui minimise ce patrimoine dont mes enfants vont hériter. Alors, il va être donné en gestion en général à des bailleurs sociaux. Donc je prends un exemple, que ce soit le 15e arrondissement, le Valois. En général, ces bailleurs sociaux vont faire appel à la mairie en priorité pour le louer à du personnel de mairie, à différentes personnes. Donc souvent les gens imaginent bailleur social, immeuble détruit ou en très très mauvais état. Non, l'engagement de celui qui va vendre ce qu'on appelle la nue propriété, c'est la remise à neuf du bâtiment ou de l'appartement le jour où je vais en récupérer la pleine propriété, donc au bout de 16-17 ans. Voilà. Donc c'est du long terme. Oui, et surtout quand c'est bien fait, comme dans tous les placements financiers et immobiliers, quand c'est bien fait, c'est vraiment extrêmement intéressant. Et donc ça s'adresse à quel type de profil d'investisseur ?
Là aussi, je vais dire, alors c'est un petit peu faussé. Souvent, on imagine la gestion de patrimoine réservée à des gens, des familles, des gens qui ont beaucoup d'argent. Non, on peut avoir accès à de la gestion de patrimoine, des conseils, de la stratégie financière. À partir de 5 000, 10 000 euros de placement, ce n'est pas le problème. Mais là, sur ce type de placement, je vais en revenir, on va être souvent sur des montants de 200, 300, 400 000 euros. Donc, mais l'investissement va être de 200, 300 000 euros, mais pour acheter un bien qui en vaut 500 ou 600 000. Donc, ça permet d'acheter, par exemple, des produits parisiens à moindre coût, entre guillemets, et de faire entrer dans son patrimoine des biens qu'on n'aurait pas pu acheter en pleine propriété dès le départ. Vous avez des choses à ajouter parce que vous vendez d'autres types de produits, hein. Vous vendez également du Pinel, vous vendez un peu tout ce qui existe sur le marché. Qu'est-ce que vous pourriez donner comme conseil aux gens qui sont venus nous écouter sur cette défiscalisation? Non, on n'a pas de carence locative parce qu'on vend essentiellement des produits en région parisienne, mais il y a des produits en province qui sont excellents. Le conseil que je pourrais donner, c'est d'avoir affaire à un bon gestionnaire de patrimoine. Après, nous, on fait de l'approche globale. L'approche globale, ça passe par un bilan patrimonial. Donc, est-ce que c'est l'assurance vie qu'il faut prioriser? Est-ce que c'est de l'immobilier neuf, de l'immobilier ancien? Est-ce qu'il faut défiscaliser? Est-ce que la problématique, c'est les droits de succession, la transmission? Donc, par rapport à ce schéma-là, on va opter pour telle ou telle stratégie financière. Voilà. Et vous faites aussi de la nue propriété, du démembrement, du coup, Monsieur Jean Didier. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter sur le produit? Oui, effectivement, on fait aussi de la nue propriété, qui est une alternative d'ailleurs assez bonne avec la location meublée, puisque dans location meublée, vous avez un objectif de rechercher du revenu, garantie nette d'impôt, c'est vraiment pour compléter ses revenus et sa retraite. Et en nue propriété, justement, on n'a pas de revenus. Donc on travaille essentiellement sur la plus-value, mathématique par la revalorisation de l'usufruit, qui se fait au fur et à mesure des années. Alors vous parliez de 16-17 ans, en fait la fourchette c'est de 15 à 20 ans en général, sur le démembrement. Et je vous entendais parler de placement à long terme, c'est vrai, mais il faut savoir une chose, c'est qu'on s'engage, en fait, la nue propriété redevient pleine propriété, donc à ces termes de entre 15 et 20 ans. Mais c'est pour autant un produit qui est très liquide, parce que autant vous qui vous dites, oula c'est long, 15-20 ans, mais quand vous investissez, si vous revendez en fait ce bien-là, la durée de l'usufruit et de la nue propriété va être raccourcie dans le temps. Donc plus le temps passe, plus ça devient un atout pour le marché secondaire, parce qu'un usufruit, quelqu'un qui va penser à avoir du revenu complémentaire pour sa retraite dans 5 ans, ou dans 7 ans, ou dans 8 ans, ou dans 10 ans, il y en a beaucoup plus que des gens qui y pensent pour dans 15 ans ou dans 20 ans. Donc ça, c'est un atout assez indéniable sur la nue propriété. Puis j'ai envie de dire, en fait, la nue propriété, c'est vraiment un produit. Alors pour la petite histoire, en fait, j'ai été le premier à sélectionner ce type de produit en 2001. Les premières opérations en nue propriété, je les ai sélectionnées pour des gestionnaires de patrimoine. Et j'avais l'habitude de dire que c'est de l'immobilier pour les gens qui ne veulent pas acheter de l'immobilier. Donc dans un patrimoine, on se doit d'avoir une partie immobilière, et quand on a pas du tout d'appétence à l'immobilier, c'est vraiment le produit qu'il faut faire, parce que vous n'entendez pas du tout parler de ce produit-là. Vous allez avoir votre acte de propriété au fond du tiroir aux archives, et vous le ressortirez que dans 15 ans ou 20 ans, le jour du remembrement en fait, automatique de cette nue propriété. Donc c'est vraiment très facile à comprendre comme produit. En gros, j'achète effectivement 60% de la valeur d'un bien, et je m'en occupe plus du tout, j'ai plus du tout de contraintes, ni de vacances, ni de carences, ni de dégradation, ni de frais, ni de charges, ni d'impôts, en ce moment où on parle beaucoup de l'imposition justement sur les revenus. Tout ça, c'est comme si on vous avançait vos 15 prochaines années de revenus sans les embêtements. Et donc ça, c'est un atout très intéressant. Puis en plus, il y a les petites carottes fiscales, effectivement. Donc soit vous achetez cash et vous sortez ces liquidités que vous aviez de l'ISF. Enfin, ça, c'était encore valable avant. Ça, c'était avant. Mais soit vous achetez en fait à crédit, et les intérêts d'emprunt, si vous avez d'autres revenus fonciers, sont déductibles de ces autres bénéfices fonciers. Donc aujourd'hui, si vous achetez, vous avez donc plusieurs leviers. La revalorisation de cette nue propriété tous les ans,
qui fait à peu près 3,5%, à peu près, de taux de rendement interne, c'est-à-dire sans aucun risque. Là, c'est mathématique. Vous achetez 60, un produit qui vaut 100. Si dans 15 ans, vous le revendez 100, c'est une revalorisation mathématique de 3,5%. Donc sans parler de plus-value même potentielle. Si par contre, à chaque fois que vous avez 1% de plus-value par an, par exemple, si l'immobilier prend 1% dans l'année, vous, ce n'est pas 1% que vous aurez, c'est 1,66% par le biais justement de cette revalorisation mathématique, puisque c'est 1% de 100 qui fait 1,66 de 60. Et puis, je ne sais plus ce que je voulais dire d'autre. C'est déjà pas mal. C'est pas mal. Il faut digérer tout ça. Et comme c'est complexe, je pense que c'est le moment de vous laisser la parole. Si vous avez des questions à poser à l'un quelconque de nos 4 intervenants, n'hésitez pas. Nous avons des hôtesses, ou une hôtesse peut-être, je ne sais pas, il faut 2 hôtesses dans la salle. Je vous vois, mademoiselle à droite et juste à gauche. Bonjour, enchantée. Donc n'hésitez pas à lever la main et on vous fait circuler le micro. Vous avez. Oui, bonjour. Vous pourriez rappeler le dispositif de la loi Malraux? Le dispositif de la loi Malraux, c'est donc j'achète un bien, par exemple, en général, dans le cadre de la loi Malraux, je vais acheter un bien qui vaut 100 000 euros, mais avec 200 000 euros de travaux. C'est-à-dire que je vais avoir ces travaux, comme on vous l'a dit tout à l'heure, déductibles en termes d'amortissement de ma feuille d'impôt. Maintenant, le bien doit valoir 300 000 euros à l'arrivée, parce que si je le surpaye, comme on voit dans 80% des cas, je vais me retrouver avec un bien que j'aurais surpayé. Et comme je vous l'ai dit, l'inconvénient, c'est souvent, dans ce type de loi, des produits qui sont très mal placés. Donc, le principe de la loi Malraux, je vous dis, l'avantage essentiel concerne cet amortissement de travaux. Voilà. Une autre question? Non, c'est l'heure de la digestion. Ah, à ma gauche. Oui, bonjour. Peut-on cumuler Pinel et démembrement de propriété? En 2 mots, est-ce que l'acheteur de la nue propriété peut bénéficier de la loi Pinel? Non, pour bénéficier de la réduction d'impôt dans le cadre d'un Pinel, vous devez être pleinement propriétaire. Si vous démembrez, vous n'avez plus le droit à la réduction. Oui, ma question concerne l'IFI. Si on franchit le seuil des 1 300 000 euros de patrimoine foncier, est-ce que l'impôt est calculé sur la base sera toujours calculé sur la base des 800 000 euros? La réponse est oui. Vous avez parlé pour la location meublée de l'amortissement. Quand vous repassez un bien qui est loué nu en meublé, vous ne pouvez pas amortir totalement. Il faut reconstituer les amortissements, il faut déduire les amortissements. Et si c'était possible? En fait, la réponse est oui également. Vous pouvez réamortir sur la base de ce que vaut le bien au moment où vous allez le passer à l'actif du bilan. Donc au moment où vous allez ouvrir votre bilan pour passer en location meublée, vous allez pouvoir, alors attention, on est bien d'accord que là on ne parle pas de micro-BIC, on parle de BIC au régime du réel simplifié. Donc le jour où vous transformez en meublé, votre expert comptable va ouvrir un bilan, vous allez inscrire à l'actif du bilan la valeur du bien, donc au moment où vous le mettez dans le bilan, et c'est donc sur cette base-là que vous allez amortir. Donc si vous avez déjà par exemple fait une opération, par exemple même en résidence de service, dans les années 90, fin des années 90, donc vous savez, il y avait la loi Périsol. Donc certains investisseurs ont très fortement défiscalisé avec cette loi Périsol qui était quand même très très avantageuse. Et à la fin de l'avantage de Périsol, on rachetait le mobilier pour une valeur assez symbolique auprès des gestionnaires. On signait un avenant au bail pour transformer le bail nu en meublé et on
réamortit le bien, cette fois non plus avec un amortissement fiscal qui était périsol, mais avec un amortissement comptable lié au BIC, sur la base de ce que valait le bien s'il avait pris 100% de plus-value et réamortissait 200 sur cette base-là. Donc la réponse est si, vous pouvez en fait réamortir absolument l'intégralité. Alors attention, sur l'intégralité, c'est pas vrai. Les règles d'amortissement sont simples. Vous pouvez amortir le mobilier sur une période qui oscille entre 5 et 10 ans, c'est une option comptable. Et vous pouvez amortir les murs, mais vous ne pouvez pas amortir le foncier. Donc le terrain ne s'amortit jamais, on considère qu'il n'y a pas de dégradation du terrain. Et donc les murs s'amortissent, en gros, si je veux schématiser, sur 25 ans. Valable bien entendu également sur le Pinel, vous avez votre réduction d'impôt pendant une certaine durée, vous transformez ça en meublé et vous repartez sur un amortissement, ce qui évite la sortie en bloc une concurrence avec plusieurs appartements qui seraient vendus en même temps. D'où l'intérêt de la localisation, c'est toujours la même problématique. Une question complémentaire sur l'amortissement. Est-ce que c'est possible lorsque l'on ne fait pas d'emprunt? Lorsqu'on fait un achat cash? Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris. Quand il n'y a pas d'emprunt, c'est ça? Oui. Absolument, c'est complètement distinct du mode de financement que vous faites sur cette opération. Vous pouvez très bien acheter cash et avoir les amortissements. Alors par contre, autre règle d'amortissement, ces amortissements ne sont déductibles de ces revenus d'activité que dans la mesure où vous êtes bénéficiaire, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas créer de déficit, ces amortissements. Par contre, les amortissements non utilisés une année sont reportables dans le temps ad vitam aeternam, sans aucune limite de durée. Donc c'est pour ça que, alors ça c'était vrai avant, j'ai envie de dire, avant on achetait des biens avec une rentabilité entre 4 et 5%, et puis on payait à peu près 4 à 5% d'intérêt d'emprunt. Bon. Le problème d'aujourd'hui, c'est que, et donc pendant cette période-là, on disait, pendant que vous avez autant d'intérêts d'emprunt, vous allez comptabiliser des amortissements que vous n'allez pas utiliser, vous allez les mettre dans un congélateur pour plus tard, et le jour où vous avez terminé votre crédit, où vous n'avez plus de charges à déduire, vous allez piocher dans ce congélateur les amortissements nécessaires à effacer la fiscalité sur ces revenus. Et vous faites en gros donc 15 ans de revenus nets d'impôts en constituant ce patrimoine, notamment par exemple avec des crédits in fine, et au bout de 15 ans, quand vous arrivez à la retraite, vous récupérez des revenus complètement nets d'impôts. Bon, ce schéma-là, il a, hélas, ou tant mieux changé, puisque aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On a à peu près le même niveau de rentabilité, c'est-à-dire 4-5%, sauf que les intérêts d'emprunt ne sont plus à 4-5%, ils sont entre 1 et 2. Donc on n'a plus beaucoup de charges en fait à déduire, donc on est obligé, même quand on achète à crédit, d'aller consommer ces fameux amortissements. Mais si jamais il y en avait trop, eh bien vous pourriez effectivement les stocker dans ce fameux congélateur pour les ressortir l'année nécessaire à effacer la fiscalité du surplus. Oui, bonjour. Donc effectivement, vous nous dites avec beaucoup de détails qu'il est très intéressant d'avoir de louer en meublé plutôt qu'en location directe, ce qui est évident. Il y a eu des rumeurs récemment comme quoi le fisc s'était intéressé de plus près et considérait que ça représentait peut-être un avantage un petit peu trop important aux loueurs en meublé par rapport aux loueurs normaux. Et donc, il avait été, si j'ai bien compris, question de réintégrer dans le cas de la revente d'un bien meublé les amortissements pratiqués dans le calcul de la plus-value. Est-ce que vous avez entendu parler de cette hypothèse? Oui, bien sûr, parce que c'est une hypothèse qui n'est pas très neuve. Ça fait des années qu'on en parle. Jamais ça n'a été mis sur le... Enfin, ça n'est sorti plus que cela de cabinet, tout simplement parce que, alors, en fait, il ne faut pas confondre deux choses. Il y a la location meublée type résidence de service sur lequel il y a des lobbying, vous imaginez, et des besoins évidents de construction, et donc il y a une nécessité d'un soutien qui en plus ne coûte pas cher à l'État parce qu'il n'y a pas de réduction d'impôts. On n'est pas sur justement des lois où à chaque fois on parle de fuite fiscale, etc. et qu'on remet en cause. Je rappelle que ces règles d'amortissement existent depuis 1948 et n'ont jamais changé. D'ailleurs, c'est des règles comptables, ce n'est pas des règles fiscales. Après, la réintégration de ces amortissements,
c'est surtout en fait pour éviter, nos gouvernants et un peu tout le monde d'ailleurs fait travailler ses méninges pour essayer de trouver une solution pour fiscaliser les revenus que je qualifie d'Airbnb. C'est-à-dire la location meublée saisonnière qui est faite par tout le monde, et c'est vrai que, enfin par beaucoup d'entre nous, d'entre vous peut-être, notamment sur Paris. Vous savez que c'est la ville qui est la plus représentée sur Airbnb, Paris. C'est la première clientèle du site Airbnb, et qui pose effectivement d'énormes problèmes aux professionnels que sont les opérateurs touristiques, comme les hôteliers, parisiens bien évidemment, mais aussi le reste en France, et qui posent un réel problème. Et donc ils cherchent effectivement par tout moyen à essayer de trouver des solutions pour finalement en fait pénaliser un petit peu ce type de revenus, mais on parle plus de, par exemple, de soumettre aussi ces revenus au RSI. Donc vous savez que ceux qui ne sont pas en bail commercial, s'ils atteignent un niveau de 23 000 € de recettes, sont taxés aux cotisations sociales par le RSI. Ça montre bien d'ailleurs que ça ne concerne pas les résidences de services. Donc est-ce que ça sera un jour mis en place? J'ai du mal à le croire. Je ne vois pas comment c'est possible, parce que sinon ça veut dire un arrêt total de toute construction de résidences de services. Et comme on le disait, entre les EHPAD, les résidences étudiantes, qui va financer tout cela? Si on n'incite pas les particuliers à épargner dedans. Madame en blanc, c'est là, voilà, depuis tout à l'heure. Oui, vous, madame. Merci, bonjour. Pouvez-vous me dire si l'AMF ou une autre autorité régule le marché des locations de services? Parce que, effectivement, vous nous avez donné des pistes pour sélectionner, mais si on veut investir dans une EHPAD ou quelque chose comme ça, franchement, sur Internet, il y a pléthore d'offres et c'est très, très difficile. Alors, est-ce que c'est régulé, ce marché? Est-ce que c'est contrôlé? Est-ce que ou est-ce que ça peut être en passe de venir pour nous sécuriser un petit peu si on veut diversifier ses placements et aller dans ce terrain? C'est une excellente question et je souscris complètement à ce que vous dites. C'est-à-dire qu'effectivement, il n'y a pas d'organisme de contrôle. Il y a même des règles, on pourrait dire, qui devraient être mises en place par nos gouvernants sur notamment la promotion, effectivement, avec les petits arrangements entre amis, entre les promoteurs et les gestionnaires lors de la vente des produits neufs. C'est vrai que ça peut être effectivement un problème. Après, j'ai envie de dire, alors dans la sélection, il y a deux choses. C'est le bon sens et le conseil que vous pouvez recevoir. Donc le bon sens, c'est vous. On peut pas imaginer, j'ai par exemple en tête une résidence qu'on m'a confiée sur un programme sur lequel un propriétaire veut vendre des biens dans une résidence qui est senior, qui est à entre 20 et 25 minutes de Montauban en voiture, un bien qui a été vendu à l'époque à 6 500 € du mètre, là où le marché local est à 1 400. Donc c'est à se poser la question de comment fait-on pour ne pas percevoir qu'il y a une problématique quand il y a entre à peu près 10 000 € de loyer qui est servi sur un lot, sur une unité, c'est-à-dire à peu près 800 à 900 €. Vous le disiez tout à l'heure, en résidence senior, on voit mal comment il pourrait avoir une clientèle dans cet endroit-là qui est capable de payer 1 700 à 1 800 € un appartement 2 pièces de 40 mètres carrés. Donc là, il y a du bon sens à aller chercher chez vous. Et puis sinon, après, c'est de vous faire entourer, c'est-à-dire mon voisin, par exemple, des conseillers en gestion de patrimoine, des sociétés spécialisées comme la nôtre aussi, qui vont vous donner tous les tenants et les aboutissants. Il n'y a pas de risque zéro sur ce type de produit, comme sur n'importe quel produit. Ce qui est important, c'est que vous ayez tous les éléments pour acheter votre risque. C'est de définir quelle est votre appétence au risque et ensuite d'aller chercher des produits. Alors nous fixons, nous, les prix des biens en fonction justement de ce couple rendement-risque. Un produit qui sera très sécure va avoisiner les 4% de rentabilité. Un produit qui sera un peu plus joueur, j'ai envie de dire, pourra avoisiner les 6% et au-delà.
Alors ça ne veut pas dire qu'un produit à 6% est mauvais. Quand vous faites une répartition de vos actifs en valeur mobilière dans votre portefeuille, il y a une partie sécurisée, puis il y a une partie un petit peu plus dynamique. Si vous voulez chercher du rendement supplémentaire, il faut prendre un petit peu de risque. Mais ce risque-là, il faut que vous le connaissiez et il faut l'accepter. Question sur les résidences de tourisme qui prolonge un peu la problématique que vous évoquiez à l'instant concernant la sécurité. Il y a quelques années, il y a eu une certaine mauvaise presse sur la rénovation des structures de tourisme, donc dans les zones de montagne tout particulièrement. Aujourd'hui, donc, quel est le retour d'expérience sur ce marché et l'intérêt d'investir dans le secteur du tourisme en zone de montagne, par exemple? Vous parlez des zones de revitalisation rurale, c'est ça? Par exemple, ou les opérations qui avaient été faites donc en temps partagé. Alors là, quand on parle de temps partagé, on n'est plus sur de l'immobilier. Hein. Vous achetiez des parts de jouissance d'un appartement, donc c'est un sujet que je vais mettre de côté parce que là, on n'est plus. Et puis, j'ai envie de dire, c'est un peu derrière nous. C'est-à-dire qu'on n'a jamais été un peuple, une population. C'était plutôt un esprit anglo-saxon. Les anglo-saxons étaient très friands de cela. Les Français n'ont jamais très bien accroché à ce type de produit. Ça ne veut pas dire d'ailleurs que c'était un mauvais produit, mais il y avait beaucoup de sociétés un peu limite de commercialisation de ces biens-là, d'ailleurs plutôt en Espagne, plutôt hors de la métropole qu'en France. En France, Pierre et Vacances, pour lesquels j'ai travaillé à cette époque-là, on a fait sur quelques produits en offrant une bourse d'échange. Bon, c'était assez intelligent, mais on ne va pas parler d'immobilier. Hein. D'ailleurs, c'était des parts de SCA, c'était des sociétés d'attribution de jouissance, en fait. Hein. Donc, vous n'êtes pas propriétaire d'un immobilier. En ce qui concerne si vous parlez de cette loi absolument extraordinaire qui avait été inventée par une ministre communiste qui était Madame de Messine, qui avait eu la bonne idée d'inciter les investisseurs à aller investir dans des endroits, zones de revitalisation rurale, donc où il n'y a pas de marché. Bon, c'est un peu, si vous avez lu Astérix et le domaine des dieux, c'est exactement le scénario d'Astérix et le domaine des dieux. Donc on construit dans un endroit qui n'a aucun intérêt pour les touristes, et pour appâter les investisseurs, on leur donne un avantage fiscal, en leur garantissant un loyer. Donc il y a, ce que je disais tout à l'heure, un petit arrangement entre amis, entre le promoteur et le gestionnaire. Je vends plus cher et je reverse en marge arrière à l'exploitant de quoi payer des loyers trop chers, donc sur un marché qui n'existe pas. Il est évident qu'à la fin je vais être vulgaire si je dis à la fin de la foire on compte les bouses, mais quand bien évidemment au renouvellement du bail, ça ne peut pas bien se passer. Donc les gestionnaires soit fuient en courant, soit ils ont déposé le bilan, soit ils vous proposent des renouvellements de baux avec des baisses que j'ai vues atteindre les 70%. Donc ça, oui, mais c'est l'exemple type de ce qu'il ne faut pas faire, dans le sens où, on en parlait tout à l'heure, qu'est-ce qui fait la qualité d'un bien immobilier? C'est la qualité de son emplacement dans son marché propre. Hein, c'est-à-dire qu'une résidence de tourisme, elle doit être sur un marché qui intéresse des touristes, pas sur un marché en zone verte avec des locations de semaine à 300 € au mois d'août. Évidemment qu'on ne peut pas faire un chiffre d'affaires qui soit cohérent, qui puisse servir un loyer qui représente 4,5% de rentabilité pour un investisseur. Ça ne peut pas fonctionner. Donc là encore, c'est du bon sens. Oui, bonjour. Vous avez dit tout à l'heure que les murs s'amortissent schématiquement sur 25 ans. Je trouve ça un peu étrange, puisque l'amortissement, ça signifie tenir compte de la dépréciation d'un bien compte tenu de sa durée d'utilisation normale. Et 25 ans, amortir les murs d'un immeuble sur 25 ans, ça me semble pas une durée très longue. Est-ce que ces durées sont fixées par la loi, par l'administration? Tout le monde peut faire un peu comme il le sent, ou est-ce qu'il y a des règles? Merci. Vous avez raison, il y a des règles. Si je suis resté approximatif, c'est que ces règles sont un petit peu complexes. En fait, il y a des règles, mais aussi des interprétations. C'est-à-dire qu'après, il y a des options comptables. Quand vous amortissez, comme un chef d'entreprise va amortir en fait une partie, par exemple, de son mobilier, je vous disais tout à l'heure, libre à lui de décider d'amortir son mobilier sur 5 ans, sur 7 ans, sur 10 ans, sans dépasser les 10 ans. Mais il peut très bien prendre l'option de l'amortir sur 5 ans ou sur 10 ans, en fonction de l'utilisation qu'il a et de l'explication qu'il peut avoir avec l'inspecteur des impôts le jour où il est contrôlé. En règle d'amortissement des murs, en fait,
ce qui devrait se passer dans la vraie vie, c'est une répartition par composants. C'est-à-dire que les murs s'amortissent sur 50 ans, la toiture sur 30 ans, la peinture sur 2 ans, la serrure sur 5 ans, etc., etc. Donc en fait, logiquement, le comptable devrait répartir ses amortissements. Et si on fait une moyenne de tout cela, on arrive à peu près à 25 ans. Entre 25 et 30 ans, on peut dans certains cas se rapprocher des 20 ans. J'avais également une question donc, à propos du démembrement de propriété dans le cadre d'un bien que l'on reçoit par donation, par succession. Je voulais rebondir également sur cette question de l'amortissement. Qui est-ce qui amortit? C'est l'usufruitier, c'est le nu propriétaire, dans le cadre par exemple d'un bien qui est en LMNP par exemple, qui est en location. Vous parlez toujours de la résidence de service? Oui, tout à fait, oui. Ouais. Alors, je voulais savoir donc c'était... il faut faire attention à une chose, c'est qu'effectivement, si on démembre une résidence de service, il y a donc un nu propriétaire qui, comme le disait notre journaliste, a le droit de disposer du bien. C'est lui qui a la capacité à amortir le bien. Or, ce n'est pas lui qui a les revenus, puisque c'est l'usufruitier qui va avoir les revenus. Donc là, on a une problématique, c'est qu'on a un nu propriétaire qui a la capacité à amortir, mais il n'a pas de revenus pour s'en servir, donc ça ne lui sert à rien. Et un usufruitier qui aurait besoin de ses charges pour défiscaliser ne peut pas le faire parce que ce n'est pas à lui l'amortissement. Donc la bonne gestion, c'est de ne pas démembrer une résidence, un LMNP classique, en nom propre. La solution, sinon, c'est de créer une SARL de famille et de mettre dans la SARL de famille cet actif et de démembrer les parts de la SARL. D'accord. Bonjour, ma question concerne l'IFI. Est-ce que les terres agricoles vont rentrer dans l'IFI, dans les nouvelles dispositions, et dans quelle mesure, avec quel type d'amortissement, pas d'amortissement, mais de dégressivité? Est-ce que vous connaissez la réponse? C'est ça aussi. Alors, je ne vais pas vous répondre parce que je vous dirais une bêtise. La seule chose que moi j'ai lue, c'est que effectivement, ça c'était intégré, ça rentrait à l'IFI. Mais entre ce qu'on lit aujourd'hui et ce qui sera décidé demain, attendons de voir. Pour l'instant, je ne suis pas sûr que nos gouvernants le sachent eux-mêmes. À ce jour, on a lu à peu près tous la même chose, je suppose. On a uniquement les biens professionnels qui seraient exonérés et le LMP, je crois, le LMP également. Mais on n'a pas vraiment de certitude. Il va falloir discuter ce budget et voilà, on en saura plus à ce moment-là. Pas d'autres questions? Écoutez, je vous remercie. C'est très gentil à vous d'avoir assisté à cette conférence et j'espère que vous y avez appris plein de choses.